11 h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le ministère de la Santé et du FNUAP, a organisé un atelier de sensibilisation sur la mortalité néonatale. Et au Kenya, Bruxelles et Nairobi ont conclu les négociations sur un accord de partenariat économique. Voilà pour les titres, bonjour à tous. L'Assemblée nationale a abrité aujourd'hui la conférence des présidents conformément aux articles 12 et 21 de son règlement intérieur, conduite par le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta. Cette réunion a vu la présence et participation du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement Hassan Omar Mohamed Burhan, de la première vice-présidente de l'Assemblée et des présidents des commissions permanentes. En ce qui concerne son agenda, la conférence des présidents a délibéré sur l'optimisation de la transmission des projets de loi passés en Conseil des ministres. Ensuite, la transmission aux commissions permanentes compétentes des projets de loi en instance a été entérinée. Il s'agit de 5 projets de normes suivantes. Projet de loi portant réorganisation et fonctionnement du ministère de la Santé, projet de loi portant sur la création d'un centre hospitalier universitaire CHU de Djibouti, projet de loi portant adoption des comptes financiers 2020 de l'aéroport international de Djibouti, projet de loi portant adoption de la stratégie en médicaments et produits pharmaceutiques pour la période 2023-2027 et enfin projet de loi portant adoption de la politique pharmaceutique nationale pour la période 2023-2027. Enfin, la conférence des présidents a retenu la date du lundi 26 juin prochain pour la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Le ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme a organisé aujourd'hui au Djibouti Palace Kempinski un atelier consultatif visant à accompagner les travaux de révision du code pénal et du code de procédure pénale. Cet événement, le 3e du genre, après ceux organisés les 16 et 24-25 mai dernier, a réuni les praticiens du droit pénal, les acteurs gouvernementaux concernés, les organisations de la société civile et les partenaires au développement. La réunion a été présidée par le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdon, et monsieur ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, et le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Hamad Ibrahim, et le président du Conseil constitutionnel, Abdi Ismail Hersi. Ont assisté donc à la cérémonie d'ouverture. Étaient également présents le secrétaire général du ministère de la Justice, Maki Omar, et l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Sylvie Tabès, et le représentant adjoint du PNUD, Gaël Olivier. Des échanges objectifs et constructifs ont été menés sur des thèmes relatifs notamment aux alternatives à l'emprisonnement, aux mesures privatives de liberté et à la protection des mineurs, la cyberviolence, la violence et la vulnérabilité ainsi qu'à l'aide judiciaire. Écoutons pour plus de précisions les interventions des représentants du PNUD et de l'Union européenne. Je suis heureux et honoré d'être parmi vous aujourd'hui et de participer à cet important atelier sur la réforme du code pénal ainsi que du code de procédure pénale. Cet atelier est la continuation d'un premier atelier qui s'est déroulé il y a quelques semaines à Tadjoura. La valeur de cet atelier ne réside pas seulement sur les commentaires et les textes qu'il produira, mais aussi sur la compréhension et les discussions qui résulteront de cette rare occasion pour les acteurs de la justice de s'engager avec les autres partenaires, la société civile, le monde universitaire, le secteur privé et les citoyens, sur l'application et les réformes nécessaires du droit pénal du pays. Je suis honorée d'être parmi vous ce matin et je remercie Son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, de rehausser par sa présence significative cette importante démarche de consultation sur la réforme du code pénal et du code de procédure pénale. Le programme d'appui à la justice en République de Djibouti s'inscrit dans le cadre national stratégique adopté par le gouvernement djiboutien, à savoir la vision Djibouti 2035, qui préconise notamment une profonde modernisation du système judiciaire. Ce programme couvre aussi des priorités importantes pour l'Union européenne et sa stratégie globale avec l'Afrique, comme l'appui à la démocratie et à la bonne gouvernance,
le partenariat pour la transformation numérique. La réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale à Djibouti permettra, entre autres, de lutter plus efficacement contre la délinquance, la violence faite aux femmes, la cyberviolence, etc. D'harmoniser les pratiques pour un traitement égalitaire des citoyens devant la loi et d'améliorer l'effectivité de l'exécution des peines, y compris des peines alternatives à l'emprisonnement, de protéger le droit des enfants et de favoriser la réinsertion des détenus. Et le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, qui a présidé cette activité, donc a conclu la série des interventions. On l'écoute. J'ai le plaisir et l'honneur de vous adresser mes remerciements pour avoir répondu aussi rapidement et aussi massivement à notre invitation pour participer aux travaux de cet atelier qui sera consacré à la présentation des résultats des consultations préalables à la mise en œuvre du plan national de réforme de la législation pénale. Votre présence en nombre indique, si besoin était, l'importance du sujet, à savoir la réforme de la législation nécessaire à plusieurs égards. Partant du constat que notre code pénal, qui date de 30 ans, malgré les multiples modifications, nécessite des modifications encore plus importantes et surtout, il y a l'impérieuse nécessité de se doter d'un nouveau code pénal et un nouveau code de procédure pénale. Cette ambition de réformer notre code aura également vocation à simplifier les procédures, à accélérer les jugements, renforcer la prise en charge des mineurs, améliorer la prise en compte des victimes. Mesdames et messieurs, le projet de réforme de la législation pénale n'est pas nouveau ou isolé. Il s'inscrit dans notre politique de modernisation du système judiciaire engagée dès l'adoption par le gouvernement de la République de Djibouti du cadre national stratégique Vision 2030 pour la réalisation des objectifs de développement durable. De même que constituent des mesures précurseurs, la réforme projetée, les accomplissements que vous me permettez de citer, notamment la création des juridictions dans les régions, la création d'une structure de formation, l'École nationale des études judiciaires, et le renforcement significatif du corps des surveillants de l'administration pénitentiaire. Ces réalisations sont bien la preuve de l'engagement du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à doter notre pays d'une justice moderne, respectueuse des droits de l'homme. En nouvelle nationale toujours, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le ministère de la Santé et le Fonds des Nations Unies pour la Population, le FNUAP, a organisé ce matin un atelier de sensibilisation sur la mortalité maternelle et néonatale au Palais du Peuple. Cet atelier qui va durer 2 jours a regroupé les universitaires et les sages-femmes afin de leur procurer les mortalités maternelle, néonatale et infantile demeure un véritable fléau qui est une problématique importante dans le monde. Cet atelier a été présidé par la ministre de la Femme et de la Famille, Mona Ousmane Aden, et a vu la participation du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, et la représentante du FNUAP à Djibouti, Aïcha Ibrahim Jama'a. En signe de riposte à ce problème, ces dernières années, des stratégies et initiatives internationales et nationales ont été lancées et mises en place en vue d'intensifier et de mieux coordonner les efforts pour améliorer la santé maternelle et infantile à Djibouti. L'objectif ici est de dresser dans un premier temps un portrait actuel sur la santé maternelle, néonatale et infantile à Djibouti et deuxièmement d'identifier les défis, les solutions et les pistes pour les analyses ultérieures. Communautaire qui est important, c'est-à-dire les délais, le suivi de ces peines, parce que si les femmes elles ne se déplacent pas pour se présenter dans les centres de santé pour faire leur suivi, ça ne dépend pas du personnel de santé spécialement, ça dépend de toute une série de choses. Et je crois qu'en faire, et puis après il y a tous les aspects, par exemple, liés au problème d'assainissement ou autre, on parle de paludisme, il y a tous les comment dire, les problèmes liés à une bonne nutrition de la mère, etc. Donc c'est quelque chose qui montre vraiment que la morbidité et la mortalité maternelle, au-delà des soins, des conséquences qu'on voit dans les hôpitaux, il y a tout un ensemble de choses qui en sont les causes et qui se passe au niveau de la communauté, au niveau social et qu'on doit comprendre. Et je crois que vraiment c'est là maintenant la présence de tout ce monde autour de la table montre la transversalité de cette question et le besoin d'une collaboration à tous les niveaux pour pouvoir arriver à infléchir la courbe.
Je vous propose également de suivre l'intervention du ministre de la Santé. À chaque fois qu'on parle des thématiques liées à la santé de la mère et de l'enfant, c'est une priorité pour nous, pour le ministère de la Santé, parce que c'est la base du système de santé, ce couple mère-enfant. Et ces thématiques liées au suivi de la grossesse et du soin périnatal, des soins néonatal et prénatal du nouveau-né sont des questions aussi très très importantes, mais également du suivi post-grossesse aussi de la mère. Si vous abordez cette question de suivi de la grossesse, c'est très important d'aborder dans un premier temps d'abord les adolescentes, les jeunes filles, ça commence par là. Et l'éducation commence par là aussi. Nous avons mené, le ministère de la Santé a mené une petite étude parce que nous avons mené des interventions de ciblage des enfants qui n'étaient pas correctement vaccinés et des femmes enceintes qui n'avaient pas complètement suivi les 4 visites normales. Nous avons visité à peu près plus de 85 000 foyers, 85 000 maisons à Djibouti-Ville. Et il en est ressorti qu'à peu près 5 800, plus de 5 800 femmes ont été vues. Parmi les 5 800 dames qui étaient enceintes, dans ce 84 000 foyers, 85 000 foyers, il en est ressorti 1489 femmes n'avaient pas complètement suivi les 4 visites. Ce qui fait à peu près un cinquième des femmes qui ont été consultées ont dit soit ils n'ont pas fait 1 ou 2 consultations prénatales. Et nous sommes actuellement en train de mener des activités, des prestations pour corriger le tir et pour sensibiliser à la fois et surtout apporter de l'assistance à toutes ces femmes enceintes. Et suivant également l'intervention de la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden, qui a présidé cet atelier. Nous avons voulu s'associer avec le ministère de la Santé, surtout pour travailler sur ce volet qui est important, c'est la partie mobilisation, sensibilisation des communautés pour parler de la problématique. Et avant d'arriver sur le niveau communautaire, il est très important que les professionnels qui voient tous les matins ces problématiques, d'abord puissent faire un travail de recherche, ce qui est très important et que j'apprécie, puissent évaluer ce qui se passe, pourquoi ça se passe, comment on doit arriver à résoudre. Donc, les solutions sont à 2 niveaux. Donc, il y a le niveau de proximité, mais il y a également le niveau des structures de santé, qui est donc votre rôle en tant que responsable professionnel de santé. Nous tenons à ce que cet atelier de 2 jours puisse nous donner des propositions, fournir des propositions d'intervention qui seront donc exécutées de concert entre les 2 ministères de façon très rapprochée, avec l'appui de notre partenaire de FUNIAP sur cette question. La question de la mère et de l'enfant est prioritaire pour nos 2 départements, mais aussi prioritaire au niveau national. C'est le poumon de la société. Et si on ne prend pas conscience, nous, professionnels qui sont en face de ces problématiques, ce ne sera pas les décideurs qui vont trouver les solutions tout seuls. Dans l'actualité également, une importante cérémonie de remise de lots de matériel et d'équipements sportifs au bénéfice de l'AS Sport a été organisée au DIAMPI, donc dans la journée d'hier, en présence du directeur général du PDSA DIAMPI, Jama' Ibrahim, et du directeur général du China Merchant Port Group et du président de la Fédération de football et d'autres invités distingués. Cette cérémonie de parrainage du club de football par le groupe CM Port illustre l'amitié profondément enracinée, la coopération entre le PDSA DIAMPI et China Merchant Port Group. En effet,
effet, le soutien considérable apporté par le conglomérat chinois témoigne de son engagement à promouvoir le sport et les relations avec le port historique et sa principale filiale, le DMP. Pour rappel, l'AS Sport, fondé en 1978 par feu Saad Omer Guelleh, Mohamed Ali Kako et Aboubakar Asso, est l'un des clubs le plus anciens et le plus titré du football national. Le club détient un héritage remarquable et qui perdure dans les temps, et ce conformément à la vision de ses pères fondateurs. En effet, il est l'équipe la plus décorée du pays, bénéficiant d'un impressionnant palmarès démontrant sa domination sur la scène nationale. Le succès du club s'étend au-delà des victoires en championnat, car le club a également triomphé à 9 reprises en Coupe de Djibouti avec des prix prestigieux remis par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. The Port Sport Association, known as AS Sport. En sport, toujours, l'équipe nationale senior des requins bleus a regagné hier après-midi la capitale après 3 victoires consécutives au tournoi international amical de l'île Maurice. Les requins bleus ont été accueillis chaleureusement par le président de la fédération djiboutienne de football, Suleiman Hassan Ouaberi, accompagné de son vice-président et du secrétaire général de la FDF et des ensembles des bureaux directeurs de la FDF, du directeur des sports au secrétariat d'État au sport et du directeur général du port DMP et du président de l'association Amis de Djibouti et les chefs des différents corps qui ont accueilli les requins à l'aéroport international de Djibouti. Le trophée remporté par le requin à l'île Maurice a été remis au directeur général du PDSA Port DMP, Jamel Ibrahim, étant donné que la majorité des requins proviennent des clubs AS Sport, et nous allons suivre la cérémonie de sponsoring au siège du DMP. Les requins ont été champions du tournoi des 4 nations qui s'est déroulé donc à l'île Maurice avec la participation du Kenya, du Pakistan et de l'île Maurice. Par l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti, accompagné des personnels de l'ambassade et des responsables de la TICA, est arrivé hier dans la ville de Tadjoura à bord du ferry Mohamed Burhan Kassim. Accueilli donc à l'escale par le vice-président du conseil régional, la délégation s'est rendue pour une visite de courtoisie auprès des officiels. La visite a commencé d'abord par la préfecture où les attendait le préfet Mohamed Hamad Abbas. Après plus d'une heure d'échanges fructueux entre le préfet et ses hôtes de marque, il a été rappelé de part et d'autre les liens historiques et culturels qui ont uni dans le passé la ville-cité de Tadjoura à l'Empire ottoman qu'était la Turquie actuelle. Ensuite, la délégation a continué sa visite de courtoisie en se rendant au conseil régional de Tadjoura où ils ont été accueillis par Omar Hussein Omar, président du conseil régional de Tadjoura. L'ambassadeur s'est longtemps entretenu avec le président du conseil régional sur les relations fraternelles entre les deux pays, à savoir Djibouti et la République de Turquie, de la coopération culturelle et historique entre la ville de Tadjoura et la Turquie. Au cours de ces discussions, plusieurs sujets ont été abordés concernant la ville de Tadjoura, sur ses potentialités et ses perspectives qui permettraient de se développer à toute la région de Tadjoura. La délégation s'est ensuite rendue au Miglis du sultan de Tadjoura où l'ambassadeur et sa délégation ont été reçus en grande pompe par le sultan et ses makaban. Le sultan Ali Habib n'a pas manqué de remercier l'ambassadeur et sa délégation, soulignant cette visite officielle d'un haut représentant de la Turquie en la personne de l'ambassadeur dans la ville millénaire de Tadjoura, témoignant des liens historiques qu'avait la ville de Tadjoura avec l'Empire ottoman qu'était la Turquie actuelle. Cette rencontre entre le sultan et l'ambassadeur a permis de resserrer les liens déjà forts entre la Turquie et la ville millénaire de Tadjoura. Et après les échanges et discussions, l'événement s'est clôturé par des échanges de cadeaux entre la délégation turque et les chefs coutumiers du Miglis. Direction la ville de l'Unité à présent, où donc la ville de d'Ikil qui a abrité hier une réunion sur le développement des investissements et du secteur privé dans la région. Cette réunion a vu la participation du nouveau préfet de Dikil, Hassan Abdi Roblé, du vice-président du conseil régional, Ibrahim Gourro, ainsi que du directeur général de l'ANPI, Mahdi Drar Absiye.
Les participants ont abordé les avantages comparatifs de la région de Dikil et les perspectives de valorisation de ses atouts. Il a été ainsi convenu d'une matrice d'action pour l'encouragement et l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales, notamment la mise en place d'une antenne de l'ANPI dans la ville de Dikil. Et après Dikil, direction Obok, où sous la houlette du préfet d'Obok et dans une ambiance festive, s'est déroulée hier la célébration de la 8e édition de la Journée mondiale des réfugiés dans le village de Markazi. En pris part, outre les deux bureaux terrain d'Obok, à savoir le HCR et le NARS, le préfet de la région d'Obok, Moussa Aden Migane, le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Ahmed Ismail, les forces de l'ordre, les services déconcentrés, les organisations humanitaires telles que l'UNFD, le PAM, l'UNICEF, l'OIM, la fondation Ar-Rahma. Après la lecture du Saint-Coran, place à l'animation culturelle présentée par la communauté des réfugiés. Cette journée a été l'occasion de mettre l'accent sur la recherche de solutions en faveur des réfugiés ainsi que sur l'importance de l'inclusion. Il s'agissait là d'apporter plus d'espoir et d'offrir plus d'opportunités aux réfugiés qui se trouvaient loin de chez eux. La journée a été clôturée par une exposition vente qui a permis un contact direct avec la communauté des réfugiés et les différents responsables. Suivons à présent les interventions de l'administrateur de ce camp et le chef du bureau HCR par intérim. Par le président de la République, c'est l'excellence M. Ismaël Ragueli, sur la convention de réfugiés relative aux droits et devoirs des réfugiés. Depuis, notre gouvernement n'a cessé de garantir l'intégration des réfugiés dans notre pays. Aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a pas entre le réfugié et les nationaux, il n'y a que les droits de vote. Tous les droits qui ont les nationaux ont. Et tous les devoirs envers les lois et le règlement applicables les appliquent. Je laisse les réfugiés s'épanouir de leurs jours sacrés. C'est une immense joie pour moi de vous accueillir au nom du représentant du HCR Djibouti dans le village de réfugiés Markazi d'Obok afin de célébrer la journée mondiale des réfugiés qui s'aligne cette année 2023 sur la recherche de solutions en faveur des réfugiés ainsi que sur l'importance de l'inclusion. La République de Djibouti demeure aujourd'hui un des pays modèles au niveau mondial dans l'intégration des réfugiés dans ces systèmes sociaux de base. En effet, le gouvernement djiboutien s'est engagé très tôt à inclure les réfugiés dans ses écoles, dans ses systèmes de soins de santé, sur les lieux de travail et au-delà. Toutes ces initiatives nobles ont permis à la communauté des réfugiés non seulement à refaire leur vie loin de chez soi, mais elles ont également contribué au bien-être dans leur pays d'accueil. Et le préfet de la région d'Obok, Moussa Aden Migane, a clôturé la série des interventions lors de cette importante cérémonie pour les réfugiés du camp Markazi. En ce 20 juin 2023, le monde rend hommage aux personnes qui ont été jetées hors de leur foyer. C'est l'occasion pour nous de leur réaffirmer notre compassion et notre solidarité. Cette journée est le moment pour nous remettre en question sur le respect de leurs droits et la vigueur de notre soutien pour leur redonner une vie et des motifs d'espérance.
un toit sûr, le gîte et le couvert, la santé et l'éducation sont des droits fondamentaux des réfugiés, mais ils méritent mieux et plus. La République de Djibouti, qui a toujours mis en œuvre une politique d'ouverture et une solidarité agissante, jouit d'une solide réputation de solidarité et d'humanité qu'elle tire bien sûr de sa culture foncièrement généreuse. Depuis sa fondation en 1978, l'ONARS offre une prise en charge personnalisée aux populations déplacées et sinistrées qui sont toujours l'objet d'une bienveillance particulière. Le bilan de ces réalisations fortes au service des plus fragiles d'entre nous parle par notre institution. Si la République de Djibouti est citée en exemple partout dans les institutions internationales, en matière de prise en charge des réfugiés et des sinistrés, c'est bien le fait de la politique sage et éclairée du leadership djiboutien depuis son indépendance. Un leadership qui se cristallise dans l'engagement du président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a sacralisé le statut du réfugié à travers une loi organique. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, est un fervent humaniste engagé corps et âme dans l'action pour soulager les peines et les souffrances des réfugiés. Il l'a démontré à New York en 2016, puis à Nairobi lors des sommets où les leaders du monde ont signé puis paraphé les engagements internationaux pour le cadre d'action en faveur des réfugiés et ses modalités d'application. Et enfin, un sport pour clore l'actualité nationale, direction Ali Sabié. Pour cela, après Arta, c'est Ali Sabié qui a été l'hôte de plusieurs activités sportives, football, handball, athlétisme, pétanque, volley et quelques jeux traditionnels étaient donc au rendez-vous. Les organisateurs ont pu compter sur la présence d'une foule immense et passionnée, des joueurs et participants fair-play qui ont brillé lors du lancement de ces jeux. L'événement a été rehaussé par la présence des éminents conseillers techniques, en l'occurrence les de Mohamed Ahmed, Mohamed Farah et Abdi le directeur des régions, Omar Hassan Abdillahi, et le directeur général adjoint, ainsi que le vice-président du conseil régional et autres invités prestigieux. Les rencontres ont eu lieu au complexe sportif d'Ali Sabié et dans les localités de la région comme Assamo. L'objectif étant de promouvoir les sports traditionnels et de masse, ainsi que d'offrir aux jeunes l'opportunité de s'épanouir pendant les vacances d'été. Cette initiative a permis à de nombreux habitants de la région de bénéficier d'activités passionnantes et de découvrir de nouveaux talents sportifs. Nationale de l'athlétisme djiboutien. Donc on est venu ici pour le lancement officiel du deuxième jeu. Ici nous avons un match de football qui se déroule actuellement. Et dans le hall, on a fait le lancement pour les jeunes filles, pour le handball. Et ici, là on a donné aussi le départ pour le 800 mètres, 2 séries de 800 mètres. Ce qui est intéressant. Donc là, on est là pour représenter les ministres le ministre chargé des Sports, son Excellence M. Hassan Kamil. Je pense que tout s'est bien passé. Et nous sommes fiers de voir vraiment nos jeunes qui s'activent en matière de... Et en actualité régionale, l'Union européenne et le Kenya ont fait savoir qu'un accord de partenariat économique avait été conclu à Nairobi, 19 juin dernier. C'est un moment historique, c'est félicité le commissaire européen au commerce, Valdis Dombrovskis. L'accord prévoit un accès immédiat à l'Union européenne pour toutes les exportations du Kenya, sauf les armes. 9e économie du continent africain, le pays exporte surtout des légumes, des fruits et des fleurs vers l'Union européenne. Les Européens pourront de leur côté accorder au marché kenyan progressivement
progressivement avec des périodes de transition. L'Union européenne est la première destination des exportations et le second partenaire commercial du pays. Le texte doit encore être approuvé par le Conseil qui réunit les États membres et recevoir l'aval du Parlement européen. En cas de succès, cet accord commercial serait le premier à entrer en vigueur avec un pays de la communauté d'Afrique de l'Est. Un accord de partenariat économique avait déjà été signé entre le Kenya et le Rwanda en 2016, nécessitant la signature et la ratification de tous les pays de l'Afrique de l'Est. Donc, il n'avait finalement pas été appliqué. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de l'Union européenne baptisée Global Gateway, un plan pour contrer les ambitions d'influence de la Chine hors de ses frontières. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.